En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a surtout des putains de sociétés de jeux vidéo comme Ubisoft, une des plus anciennes sociétés de jeux vidéo, une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance d'aller visiter Ubisoft dans ses locaux de Bordeaux. Pour y rencontrer notamment Étienne Marc, qui est directeur audio, c'est ça? Absolument, directeur audio chez à Ubisoft Ubisoft. Bordeaux. Donc audio, c'est-à-dire qu'à la fois il y a le côté tout habillage sonore d'un jeu, voilà, mais il y a aussi la musique. Il y a tout ce qu'on entend dans le jeu, à savoir effectivement la musique, les voix et les effets sonores. D'accord. Donc vraiment tout ce qui sort des enceintes sur lesquelles on joue nos jeux, ça doit passer par nos oreilles et par nos équipes. D'accord. Et comment t'es arrivé là? Parce que c'est. Alors j'ai un parcours assez classique. Ouais. J'ai fait baccalauréat scientifique, j'ai fait une école de cinéma, pour ne pas la nommer l'ESRA, et de parcours ISTS, Ok. audio, qui est donc en 3 ans, à l'issue duquel j'ai intégré un master public qui se trouve qui est à Angoulême, qui s'appelle l'ENGMIN, qui est une super école qui est donc à Angoulême, qui se passe en 2 ans, qui délivre un master et qui nous forme pour la version simple, aux jeux vidéo, aux médias interactifs d'une façon générale, mais particulièrement aux jeux vidéo, qui a une très bonne relation avec les entreprises et entre autres Ubisoft. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo. Je n'ai pas commencé directement chez Ubisoft, mais 15 ans après, j'ai atterri à Ubisoft. Ouais. Et j'ai la chance maintenant de travailler à Bordeaux. Voilà, alors parce qu'en préparant l'interview, on évoquait cette période où en fait dans un jeu vidéo, alors il y avait un seul mec qui faisait tout, il faisait les graphismes, il faisait le code, il faisait la musique et les bruitages. Et bon, ça s'est formidablement professionnalisé. Aujourd'hui, il y a combien de gens qui bossent là, toi notamment, tu as bossé sur le dernier Assassin's Creed, Mirage, là, qui est sorti. Combien de gens bossent en fait en tout sur un... Alors honnêtement, je ne pourrais pas dire un chiffre exact, Ouais. mais je sais que c'est à peu près 1000 personnes, même plus que ça, qui travaillent en pic à un moment donné sur le projet. Alors sur le jeu et sur la partie audio? Alors sur la partie audio, en interne à Bordeaux, on a 15 personnes qui travaillent autour de l'audio. D'accord. C'est pas forcément que des gens qui ont les mains dans le moteur, qui font du son, mais ça va être les prog audio, ça va être les gestionnaires de projet, les QA, donc dev test. D'accord. Ça fait à peu près une quinzaine de personnes, et on a aussi eu de l'aide de studios qui ont collaboré avec nous. Montréal, Sofia, Singapour, et ça représente une quinzaine de personnes supplémentaires. Donc en tout, on va dire une trentaine de personnes qui ont participé au son de Rien que sur l'audio, sachant que Mirage est un plus petit projet. Ouais, on est vraiment sur des équipes similaires au cinéma. C'est des énormes projets et des fois on a des temps de production qui sont assez courts, donc ça nécessite aussi une bonne répartition des tâches à travers les compétences de chaque studio et des sujets sur lesquels le studio travaille en lui-même. Ouais, il y a des choses très communes en fait au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a à la fois tout l'aspect follet, bruitage, machin, et à la fois la bande son. Mais avec la grosse différence par rapport au cinéma, c'est que vous devez gérer en fait que le scénario il s'écrit en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la linéarité du cinéma. Alors autant dans le cinéma on peut bosser dans un Pro Tools, ça marche comment pour un jeu vidéo? Alors il y a beaucoup de choses qui sont similaires au cinéma en vrai. On a les mêmes catégories de son, on travaille aussi avec des follets, on a des ambiances, on a des SFX, etc. La grosse différence à la fin effectivement c'est que le mixage il n'est pas figé dans le marbre. On ne sait pas qu'à un moment, il y a un personnage qui tombe et qu'il tombera toujours au même moment, sauf si ça tombe dans une cinématique. Et encore, on a la partie vraiment interactive, gameplay. Et donc, tout le fun de l'exercice, ça va être de déterminer c'est quoi tout ce qui est faisable dans le jeu et de poser des limites, de donner un cadre pour ça. Donc, est-ce qu'il est capable de sauter, quelles actions il peut faire, qu'est-ce qui est envisageable. Il faut essayer de penser à tout ça et faire en sorte que ce soit la meilleure expérience pour l'utilisateur à la fin, pour le joueur. Ouais. Donc c'est vraiment cette partie de on ne contrôle pas le mix, c'est le joueur qui mixe en temps réel. Ouais. Donc nous on doit juste créer des règles de mix qui font que quoi qu'il fasse, ça soit agréable à l'écoute. Ouais, d'accord. Mais du coup, en fait, quand vous créez ces règles de mix, parce que parfois, alors il y a sur un environnement, donc il peut pleuvoir, il y a le mec qui marche, il y a les bruits des pas, il y a les PNJ qui rencontrent, et puis tout à coup il y a un dialogue qui est plus important qu'un autre. On peut mettre une règle comme ça pour faire une sorte de sidechain. C'est le jeu des règles. Il y a énormément de règles, il y a vraiment plein d'éléments qui viennent de surcouches de règles qui viennent se faire, mais effectivement, dans le cadre d'un dialogue, on peut imaginer que si ce dialogue est très important,
On peut docker, on peut faire un sidechain sur un certain nombre d'éléments, les ambiances par exemple, la météo pour les ambiances, ça peut être aussi les sons de pas des PNJ qui sont en train de marcher autour, etc. Enfin, on peut définir des règles de mix qui font qu'à ce moment-là, ces voix-là vont passer devant. Ouais. Et inversement, peut-être qu'il y a une action qui est vraiment importante, donc on va mettre un focus sonore dessus. Vraiment, en fait, on a quasiment la main pour tous les sons qui jouent. Donc on peut décider à un moment donné, dire ok, ben ça joue, ça joue pas. Pareil, il y a des règles quand il y a une cinématique ou une scène scriptée qui se joue automatiquement. Il y a du mix dynamique, il y a des règles que nous on met en place. Ouais. Et c'est ça qui nous prend plus de temps en vrai. Plus que la création des assets sonores en eux-mêmes, ce qui prend énormément de temps, c'est définir toutes ces règles-là et les peaufiner. J'imagine qu'il y a une matrice après de sons à avoir. Oui. Faut cocher toutes les petites cases. On essaye, on utilise pour ça un outil qu'on montrera plus tard, qui s'appelle Wise, qui est développé par une société canadienne qui s'appelle Audio Kinetic, et qui nous permet, qui est notre moteur de son, qui nous permet de mettre tous nos assets, je veux dire en français, nos fichiers sonores, et de créer toutes ces règles qui font que je fais une action, j'ai plusieurs sons qui se lancent. Parce qu'il y a souvent cette idée que dans le jeu vidéo, on fait une action et une action égale un son. Et c'est pas tout à fait ça. En fait, une action égale un événement, et cet événement va déclencher des règles, et dans ces règles, il peut y avoir déclenché un son. Ouais. Donc ça peut être effectivement, je lance un dialogue, je lance les voix de dialogue, mais en plus de ça, je donne des informations pour baisser le volume du bus, des ambiances, etc. Alors, en sachant que si c'est bien fait, le joueur ne remarque rien, c'est que tout est naturel. Et par contre, si c'est mal fait, ça saute aux yeux, ça saute aux oreilles. C'est l'élément commun, je pense, au cinéma, et pas que, mais effectivement, si les sondiers ils ont bien fait leur taf, on s'en rend pas compte. Mais d'ailleurs, il y a juste la musique qui passe devant. Dans le cinéma, enfin, si je comprends bien la logique, parce que tu parles d'événements, tout ça, on est un peu dans une logique un peu objet. Oui. Alors, en ce moment, le Dolby Atmos fait qu'on évolue vers ça, en fait, vers cette logique-là, notamment même dans le mixage de musique. Ouais. Mais en gros, vous, ça fait longtemps que vous travaillez avec un système objet, quoi. Oui, c'est le fonctionnement du son dans le jeu vidéo, c'est que on a un objet virtuel dans un environnement, dans un monde. Cet objet se déplace et cet objet, on lui assigne un son. Ouais. Donc il peut émettre un son dans cet environnement et on récupère ses coordonnées spatiales. Ouais. Et à l'issue de ces coordonnées, on fait les règles, c'est modifié selon les règles dont on a parlé tout à l'heure. J'avoue que je ne suis pas un expert de l'Atmos. Ouais. Il y a cette notion d'objet qu'on peut déplacer dans un environnement sonore. En tout cas. Ouais. Donc vraiment, pour le coup, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment une convergence au niveau des technologies entre le jeu vidéo et les nouvelles technologies qu'on trouve comme l'Atmos. Et tu m'expliquais en préparant cette interview qu'il y a même, vous utilisez en fait des convolutions, c'est ça, en temps réel? Ouais, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser effectivement. Parce que c'est assez lourd côté CPU. C'est assez lourd, mais maintenant on a des algos, des plugs internes qui sont assez bien optimisés. Alors on n'en fait pas tourner 10. Et puis encore une fois, ça dépend beaucoup maintenant de sur quoi on doit sortir le jeu. Si on doit sortir par exemple sur l'ancienne génération Xbox, on est plus limité que sur les nouvelles ou sur les PS5 et compagnie. Donc il y a ça à prendre en compte aussi, mais là on peut faire tourner, on a je crois 2 ou 3 reverbs, 4 même reverbs à convolution qui tournent. Elles sont pas, même 7 me dit-on en coulisses. Donc mais elles sont pas forcément tout le temps en même temps. Bien sûr. Mais en tout cas elles sont là, elles prennent de l'espace mémoire. Et après, c'est le rôle, entre autres, de mon collègue Mathieu, que tu verras plus tard, de définir, parce que ça c'est un des éléments qui est super important dans le jeu vidéo, c'est on peut faire plein de choses. Les technologies maintenant nous permettent de faire des trucs merveilleux avec des centaines de sons qui sont joués en même temps. Mais il faut que ça soit bien optimisé, il faut que ça soit bien pensé. Et donc il faut réfléchir à nos systèmes, ces règles-là, justement, faut dire quels sons peuvent jouer en même temps. Et puis toute la surcouche code, qui est côté moteur, avec les optimisations de cet objet se déplace dans le monde. Je prends un exemple tout bête, mais par exemple dans le cas, tu disais tout à l'heure, on est dans une place de marché, on a plein de PNJ qui sont autour de nous. Ça serait un cauchemar si chaque PNJ devait faire un son de pas. Bien sûr. Ça demanderait énormément de ressources. Donc il faut réfléchir à des systèmes qui disent, ok, comment je peux simuler que j'ai un son de foule qui tourne autour de moi, enfin une sensation d'avoir des gens qui marchent autour de moi, qui correspond à peu près à la taille du nombre de personnes que j'ai autour de moi, sans pour autant aller mettre un son sur chacun de ces personnages. Voilà. Donc il y a des systèmes qu'on a mis en place qui nous permettent de faire ça. Tu modules, c'est ça, le même son? Par exemple, ça pourrait être, je décide de jouer un son qui peut être une ambiance de gens qui marchent.
Ouais, qui peut d'accord. être par exemple petite foule, Ok. moyenne foule, grande foule, je ne Ok, sais pas trop. ouais. Et je peux calculer le nombre de personnes que j'ai autour de moi et dire, ok, ben, je vais jouer ce son-là quand j'ai X personnes autour de moi. Ouais. Si je suis en dessous d'eux, à ce moment-là, je réactive les sons de ces personnages-là. D'accord. Et à ce moment-là, je sais, parce que je sais que j'ai la place, la ressource mémoire, Ouais, entre ouais. autres, et la puissance machine de pouvoir le calculer. Donc c'est plein d'astuces comme ça tout le Alors, temps, en de fait- dire, ok, il faut que ça soit joli, voilà ce que je veux t'entendre, mais techniquement, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai les ressources de le faire? Mathieu, alors toi, tu es plus dans la direction technique, en Ouais. fait, dans la technique proprement dite, et notamment, Tout à fait. on parlait précédemment du moteur, en fait, enfin, de la solution que vous utilisez. Oui, Wise. Wise, tu peux nous en dire plus sur la façon dont ça s'organise, parce que ça n'a rien à voir avec un séquenceur, avec un Pro Tools, un Cubase ou... C'est vrai qu'il n'y a pas cet aspect linéaire. On est Ouais. forcément on est dans le jeu vidéo, on est souvent dans un environnement 3D. Donc Ouais. déjà, c'est une des grosses spécificités. Mais on retrouve quand même des racines communes. On va avoir des bus, on va avoir des façons de mixer qui vont être assez proches de ce qu'on peut faire en linéaire. Donc on va retrouver une structure d'objets avec dedans nos différents sons. Ça fait Ouais. une sacrée collection hiérarchique Ouais. qui part un peu dans tous les sens. Ouais. Et grâce à ça, on va pouvoir regrouper nos sons dans des catégories. Et on parlait d'actions, donc d'événements qui vont encapsuler ces sons et ces comportements qui peuvent être plus ou moins complexes. Et on va jouer des parties de ces sons-là qui vont eux-mêmes après passer au travers des bus. D'accord. Donc on a la partie, on va dire, plutôt objet, Ouais. et après on a la partie plutôt mixage. Ouais. Voilà comment ça se comporte. Sur les bus, donc il y a des traitements, il Très peut y avoir classique. des compresseurs, des EQ, des trucs Exactement, comme ça. c'est très classique. Ouais. Et ça permet de faire que quand on tape sur un personnage, on va prendre un hit, on va pouvoir faire du sidechain et compresser les ambiances. Ou, voilà. D'accord. On a des comportements très classiques là-dessus. Enfin, c'est quand même pas les compresseurs qu'on utilise dans la musique, c'est pas des, c'est les trucs de Wise. C'est le truc de j'imagine. Wise, mais Ouais. c'est similaire à des plugins Ouais, des tout à fait. VST classiques. Donc, ouais. Ok. Et en fait, donc tu te retrouves avec toute cette matrice en arborescence, quoi. À la fin, j'imagine, ouais, il y a une liste incroyable d'événements à produire. Que vous dispatchez en fait vers les différentes personnes qui doivent réaliser ces sons. Ouais, il y a dans la structure, donc dans la hiérarchie, on va essayer de catégoriser, donc par exemple les ambiances, les follets, les UX, les véhicules, que sais-je, le combat. Ouais, On va ouais. catégoriser ça en grande partie. Et en général, sur une équipe, comme on disait, d'une dizaine, une quinzaine de personnes, là on avait, donc on disait 5-6 sound designers à proprement parler. Ouais. Ils ont chacun un ou plusieurs sujets, et donc ils ont tendance à bosser au même endroit dans la hiérarchie sur leur sujet à eux. D'accord. Voilà. Et après, on confronte et on voit si Voilà, tout ça est après, cohérent. on va nous récupérer, d'un point de vue un peu plus large, on va récupérer les différents systèmes et on va essayer de les mixer les uns par rapport aux autres. Donc on va s'assurer que, comme Étienne disait, on se base sur les voix et après on va intégrer les ambiances, on va intégrer les follets et puis on va mettre tout ce qu'ont fait les différents sound designers, on va les mettre au même niveau pour pouvoir mixer ça ensemble. Ok. Donc il y a une interaction avec les musiques. Est-ce que les gens qui bossent sur les musiques ont un aperçu de l'aspect bruitage? Est-ce que, en fait, est-ce que ça se parle entre ces deux dimensions au moment où ça développe les choses? Parce Ouais. que typiquement, j'imagine que les sons percussifs qu'on peut avoir sur la partie bruitage, elle peut interférer avec, par exemple, les percussions qu'il y a dans la musique. C'est pas aussi évident que ça, mais oui, je vois ta question. On a la chance d'avoir ici des sound designers qui touchent à plusieurs domaines. Donc les gens font et leurs assets et l'intégration. Ouais. Donc du coup, ils vont pouvoir avoir conscience de ce qu'ils mettent dans le jeu. Et c'est des choses qu'on peut tester en temps réel. Dès que c'est intégré, on peut le tester et on peut aller voir ce que ça donne. Donc en effet, c'est quelque chose qui rentre trop en conflit avec un autre système ou avec la musique par exemple, Ouais. comme tu parlais. C'est des choses qui sont assez vite vues et qui peuvent être corrigées, on va dire. Mais on a quand même des systèmes qui nous permettent de docker la musique ou alors d'enlever certains sons s'il y a de la musique qui joue spécifiquement. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et j'ai vu que vous utilisiez aussi Reaper. En fait, à quel moment il intervient, par exemple, Reaper dans votre... Dans le processus créatif, à Ouais. proprement parler, donc si on a des assets à travailler. Ouais, d'accord, ok. Voilà, parce que forcément, on va faire des variations d'assets. Ouais. Donc si on fait un bruit de pas, on va en faire pas un seul, mais on va en faire une vingtaine. Ouais. Et on va mettre des layers en plus. Donc on va combiner D'accord, ouais. différents sons Ok, ouais. pour les vêtements, pour les Ouais, armes, ouais. voilà, etc. Donc c'est Reaper, n'importe quel séquenceur peut être fonctionnel pour ça, mais Reaper est pratique parce qu'on peut travailler chacun à notre sauce dedans. Ouais, en plus, il y a ce truc qui est génial dans Reaper où tu peux faire des projets dans les projets dans les Ouais, projets. ouais. Et ce qui fait que, oui... C'est ça. Et puis chacun a ses raccourcis. On travaille tous différemment, on vient tous de milieux différents, donc Ouais. chacun a ses raccourcis. Et vous codez vos propres... Parce que bon, on est entouré de développeurs ici.
Vous codez vos propres macros, vos propres. Il y a des trucs on fait du propriétaires. scripting, voilà, on utilise l'UA, on fait quelques scripts maison oui, pour augmenter avec des Oui, fonctionnalités. surtout qu'en plus, spécifiques, l'UA, sauf erreur de ma part, en plus, c'est un truc qui vient du jeu vidéo, le scripting ouais, l'UA, je ne à sais la pas, base. mais c'est possible. Et ben, alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semblait que ça venait de, justement, je sais pas si ça venait pas de Blizzard à la base, D'accord. ce truc, enfin que c'était Ouais, utilisé en tout cas sur World of Warcraft Ok, pour ok. scripter. Ouais, c'est possible. Alors, un jeu vidéo, c'est du graphisme, c'est de l'IA, Ouais. c'est du gameplay, c'est du son. Mhm. Et est-ce que ça se tire à la bourre entre les départements? Du genre, non, je suis désolé, nous on a besoin de la RAM pour mettre telle et telle texture, vous n'allez pas nous mettre vos reverbs à convolution. Est-ce que ça se tire à la bourre en réunion pour... Alors ça se tire pas forcément, enfin c'est bon enfant on va dire. Ouais. Il y a forcément chacun essaye de pousser la qualité dans son domaine, Bah oui. c'est bien normal. Après, tous les directeurs techniques se rencontrent, essaient de trouver des solutions en disant nous on pousse ça, pour ça on a besoin de temps, d'espace. En général ce qui se passe c'est que vu que c'est pas le premier jeu qu'on fait, on a une petite idée des espaces alloués pour chacun. Ouais. Donc on a déjà en gros un budget, mémoire entre autres, qui nous est alloué dès le début. Après, ça arrive qu'on se challenge dans le projet parce que un nouveau système qui arrive et qui empiète un peu chez nous. Alors, on essaie de trouver un peu des solutions. Mais j'ai envie de te oui, dire, ça peut arriver effectivement qu'à un moment, typiquement là sur Mirage, un des trucs qui était vraiment intéressant pour le bosser, c'était ce qu'on disait justement, c'était il y a énormément de gens dans les rues, de PNJ qui se baladent. Ça demande énormément de mémoire. Donc il y a eu énormément de travail d'optimisation qui a été fait côté code. Et donc du coup, il y a eu aussi de l'optimisation de notre côté audio, pour être certain que, un des exemples que je donnais là, c'est sûr que c'est pas parce que j'ai 150 personnes autour de moi que j'ai 150 c'est même pas 150, c'est 150 éléments sonores et éléments au pluriel par personnage qui se baladent autour de moi. Donc oui, il y a des allers-retours, mais c'est un travail itératif, c'est une œuvre collective. Donc tu me parlais de budget de mémoire, et on a coutume de dire dans le cinéma que la musique, c'est souvent le parent pauvre du cinéma, c'est-à-dire qu'en général, même si elle est importante, c'est le domaine dans lequel on investit le moins par rapport à l'éclairage, l'image, le cadre, les acteurs et tout. Et est-ce que c'est un peu pareil dans le son, dans le jeu vidéo? Est-ce que il y a une vraie équité en fait par rapport aux autres domaines, ou est-ce que Alors pour ça, il faudrait que je connaisse tous les budgets de tout le monde. Ouais. J'avoue que c'est vraiment pas non pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas mon domaine de compétence. Ouais. Par contre, ce que je peux dire, c'est que côté audio, on n'a pas tant de restrictions que ça. En vrai. D'accord. Faut pas abuser non plus, mais typiquement, si on y a un compositeur avec lequel on veut bosser, on sait que ça va amener quelque chose au projet. C'est vachement, on peut proposer ça. On peut aller. Je me souviens, c'était pas, vous aviez bossé avec, c'est pas Amon Tobin qui avait bossé sur Splinter Cell. Ouais, je me souviens. Ça fait plaisir quoi. Ouais, complètement. Et puisqu'on en parle d'ailleurs justement plus de la composition musicale, c'est-à-dire est-ce que, peut-être, je sais pas si toi t'as eu à composer déjà pour un jeu vidéo, mais en fait est-ce que c'est pareil au niveau de l'écriture? Vu que les musiques, par exemple, entre le moment où il y a une scène d'action et le moment où une scène émotion ou je sais pas quoi, les musiques vont se fondre, vont se mixer automatiquement. Est-ce que du coup ça implique des contraintes, par exemple harmoniques, c'est-à-dire que le mec il est en mi et il est hors de question qu'il passe en fa comme ça, sinon ça va être dégueulasse à l'oreille. Il y a des choses comme ça, complètement, tout le temps. Ça fait partie des règles, encore une fois, là, c'est le mot que je vais redire souvent, mais on met en place des designs, des systèmes pour la musique. On sait quand est-ce qu'une musique va être lancée, pourquoi, comment, vers quoi elle peut transitionner. Et en fait, en fonction de toutes ces règles qu'on a déjà établies, on peut poser un cadre au compositeur en disant attention, parce qu'en fait, cette musique, tu peux passer de cette musique, qui est par exemple une musique qui soutient une phase de combat, à quelque chose de plus contemplatif. Et on doit passer de l'un à l'autre. Et donc, il faut trouver des systèmes. Donc, ça peut être des transitions qui peuvent faire un pont harmonique. Ça peut être, on décide de faire un silence. On peut décider de créer une transition spécifique. On peut décider que ce soit la même tonalité. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais effectivement, l'interactivité est aussi appliquée à la musique. Typiquement, on a dans Mirage, pour ne parler encore que de lui, on a un système, on a des zones qui sont des zones où le joueur n'est pas censé aller, et donc du coup, il ne faut pas qu'il se fasse repérer. Quand on rentre dans cette zone-là, vu que c'est une zone un peu spécifique niveau du jeu, on a un set de musique qui a été fait vraiment pour ces zones-là. On rentre, on a un layer de base qui se joue, qui est plus effectivement pour donner un ton un peu infiltration, donc c'est musique un peu calme, etc., etc. Et on a différents layers qui peuvent s'activer en fonction de l'action du joueur.
Donc par exemple, je fais une action répréhensible, je vais assassiner un garde ou je fais une action que je n'ai pas le sens censé faire. J'ai un layer de musique qui va s'activer en plus de celui qui est joué en dessous. Je suis dans le champ de vision d'un garde. À ce moment-là, j'ai un élément musical qui vient se rajouter pour me donner un indice en tant que joueur en disant ah, attention à ce que je fais, parce que là, en fait, on m'a spoté. Et j'ai le layer ultime, en fait, je rentre en combat, on m'a vu, je rentre en combat et à ce moment-là, on envoie tout et ça devient un truc un peu épique. Mais il y a ce côté, on est capable de passer en fait d'un layer à l'autre, parce que je peux être en combat, mais repasser en stealth. Et à ce moment-là, il faut qu'on puisse passer de combat à ce layer A qui est plus calme, de façon un peu douce et que ce ne soit pas dérangeant en tant que... Donc en fait, on doit penser à tous ces systèmes-là. Et ça fait partie du jeu aussi pour le compositeur de prendre ça en compte dans sa composition. L'autre chose aussi que je me demandais, c'est de manière générale sur la matière en fait audio-musicale que vous avez. En fait, j'imagine que vous recourez à des banques qui existent déjà, mais il y a aussi des choses que vous devez produire. Quelle est la portion en fait sur un jeu? Enfin, j'imagine qu'à force vous réutilisez des éléments, par exemple des anciens Assassin's Creed sur cette franchise, mais quelle est la part de production nouvelle qu'il y a sur un projet en général? Alors ça dépend du projet en lui-même. Ouais. Je veux parler encore une fois du projet là qu'on vient de faire, mais effectivement parce que c'est une bonne base de discussion. La musique, c'est 100% fait pour le projet. Ouais. Il y a des thèmes musicaux qui sont emblématiques de la franchise. Ouais. Qu'on a réarrangé, qu'on a réinterprété dans le contexte du jeu. Ouais. Et après, pour les sons en eux-mêmes, effectivement, il y a des sons iconiques qui appartiennent effectivement, encore une fois, à la franchise. On pense au saut, on pense à la lame secrète, ce genre de sons, qui sont super importants parce que vraiment, ça porte une histoire. Il y a un côté, je me rappelle les premiers jeux que j'avais fait. Ça appartient au jeu et à cette franchise-là. Après, pour les sons, les autres sons, il y a différentes façons. Soit on les enregistre nous-mêmes, soit effectivement on passe par de la banque, ce qui arrive souvent, parce qu'il y a des très bons sons, il y a des très bonnes banques, il y a des banques qu'on a fait enregistrer, il y a des banques qui appartiennent qu'à nous, qu'on utilise, des banques qu'on a fait en amont, et aussi des banques, on va dire, plus publiques. Et aussi on travaille avec un foley, en l'occurrence pour Mirage, on a travaillé avec un foley artiste, Guillaume Boisseau, là, à Montpellier, pour enregistrer tous les sons qui sont pour notre caractère principal, Bassim. Donc ces sons de déplacement, ces sons de vêtements, ce genre de choses. Alors, donc il y a vraiment un éventail de sources sonores. Si je peux me permettre, moi j'étais assez déçu du dernier Assassin's Creed sur un aspect, c'est qu'il n'y a pas de langue arabe en fait. Il n'y a pas de langue arabe? Ah si. Je ne l'ai pas vu. Si. En fait, tu peux choisir la langue arabe. Bien sûr. C'est un on peut jouer en VO alors. Oui, c'est un des premiers jeux Ubisoft qui est complètement. Putain, j'ai loupé ça. En arabe, ouais. Ah, j'ai même pas vu. Si, dans les. Je sais plus combien on a de langages initiés, mais donc le master il est en anglais. Il y a une version française et il y a une version arabe et je crois qu'on en a 8 en tout. C'est génial parce que pour l'immersion là, c'est ça. Et en plus de ça, effectivement, toutes les langues, donc il y a les langues, on va dire, qu'on choisit pour tout ce qui est intelligible. Donc notre personnage, les dialogues, etc., Mais après aussi, il y a tous les dialectes qui sont dans les rues. Et là, on a travaillé effectivement, il y a du perse, il y a de l'hébreu, il y a de l'arabe. Et on a vraiment fait attention aux accents, même dans le master, la version anglaise, on a travaillé avec un coach pour être certain qu'il prononce des noms de la bonne façon, même dans la version anglaise, etc. Tout ça, c'est fait en France ou en fait, parce que là, vous gérez plein de langues Non. Là, une partie, les acteurs, il y en a un peu partout. Une grosse partie des acteurs, on les a enregistrés en Amérique du Nord. D'accord. Et après, dépendamment ensuite des langues, par exemple, la version française a été enregistrée effectivement en France, le Japon, arabe, je crois que c'était, je ne sais plus exactement, mais on a des studios avec qui on bosse effectivement en Afrique du Nord, avec qui on a bossé pour faire ces versions-là. Non, c'est ultra important et c'est un des éléments sur lequel on a passé beaucoup de temps sur les accents, sur les langues disponibles. Toi, tu t'occupes justement de la direction artistique à ce moment-là, quand vous faites les doublages sur le... indirectement, oui. C'est pas mon focus, ça fait partie des... En fait, en interne, on a des voice designers qui travaillent sur les voix. Et on a une personne en particulier, Isaline, qui a travaillé sur la partie plus scriptée. Et donc, du coup, elle a passé énormément de temps durant les castings, avec les acteurs, à être présente pour dans la psychologie des personnages. Donner les éléments, parce que souvent, c'est donné qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, c'est quoi que le personnage ressent, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Parce qu'ils enregistrent à l'appel, des phases de dialogue. Et alors, donc c'est important d'avoir que ce soit juste dramatiquement. En général, on a souvent un directeur voix, il y a un directeur là, voix qui est là
pour encadrer l'enregistrement. Ouais. On a souvent le voice designer, on a aussi les writers, je fais du franglais. Les auteurs, ouais. Les auteurs, merci beaucoup, qui sont présents aussi pour donner un contexte un peu plus profond sur simplement le script qu'ils ont lu. Comment vous gérez la relation aux programmeurs Oui, on est sound designer et on n'est pas programmeur, donc on ne va pas écrire le code pour pouvoir appeler les sons. C'est pour ça aussi qu'on utilise ce qu'on appelle un middleware, donc un outil comme Wise. Ouais, tout à fait. Ça nous permet d'encapsuler nos comportements design et les donner aux programmeurs de façon très simple pour eux. Ouais. Donc c'est eux qui vont écrire les lignes de code pour appeler nos événements qui encapsulent nos comportements. Ouais. Donc on travaille en étroite collaboration pour leur demander exactement ce dont on a besoin pour atteindre nos objectifs de design. Ouais. Parce que en fait c'est marrant, quand on bosse avec des gars de l'image, en fait c'est marrant, les gars du son sont vachement plus précis que les gars de l'image en général, parce qu'eux ils voient le monde en 24 images secondes, alors que nous on le voit en 44 000 samples par seconde. C'est très marrant ce cas, parce que c'est très particulier. Moi je suis pile poil à la passerelle entre les deux mondes. On travaille avec des créatifs d'un côté, qui n'ont pas forcément le langage technique, et on travaille aussi avec des programmeurs de l'autre côté, qui sont très techniques mais qui ne connaissent pas le langage du son. Et donc c'est toujours, il faut toujours s'accorder pour bien réussir à communiquer et savoir exactement quelles sont les attentes côté créatif et quelles sont les contraintes techniques et pouvoir parler entre les deux mondes. Mais ça va, en tout cas c'est bien compris chez les développeurs par exemple, ce truc où en fait le son c'est hyper précis en termes de timing, quoi. C'est-à-dire que si le truc arrive 10 millisecondes plus tard, c'est foiré en fait. Ouais, on a ces problématiques-là, on a l'habitude de travailler, mais on n'est pas sur le même niveau de précision qu'on a en linéaire, forcément. Puisqu'on ne prévoit pas à un instant T exactement ce qui va se passer, sauf dans des cas précis très contrôlés. Mais globalement, nous, on disait, on utilise le cadre et on essaie de contraindre les bornes réellement de ce cadre-là et d'être sûr qu'on ne va pas avoir de problème au sein de ce cadre. Alors j'avoue, c'est pas pour dire du mal spécialement de la concurrence, hein, mais j'avoue, je sais pas si vous avez joué à FIFA, mais où ça fait un quart d'heure que vous avez mis le but et les commentaires en fait arrivent après pour dire que vous êtes en train de tirer. Ça c'est hallucinant. Et là on voit bien en fait comment une mauvaise routine ou un mauvais script en fait audio peut faire sortir du jeu. Alors bon. On a des contraintes de production, on n'a jamais le temps de tout faire comme on voudrait. Le plus important, puisqu'on doit être très réactif et on doit être efficace, en fait il faut arriver à bien prioriser ce dont on a besoin pour notre projet. Et c'est aussi très technique, en final, comme problématique, puisqu'on a les limitations techniques des consoles sur lesquelles on doit faire tourner nos jeux, et on a des contraintes de temps, forcément. Et donc, du coup, quand on est devant un jeu vidéo, devant un pitch de jeu vidéo, on se dit, qu'est-ce qui va être le plus important pour nous là-dedans? Et forcément, si tu fais un jeu de voiture, tu vas pouvoir mettre un gros budget de ressources techniques sur le moteur de voiture pour que ça sonne très bien. Et à côté de ça, la foule, c'est pas très grave. Mais forcément, si la voiture, tu l'utilises une fois toutes les 2 heures, ça sert pas à grand-chose d'avoir une super belle définition là-dessus. Voilà. Après, il y a ce truc aussi très, très intéressant de devoir aussi designer des choses qui n'existent absolument pas dans le monde réel. On y est très confronté dans le jeu vidéo, c'est-à-dire là en fait sur Assassin's Creed, pour le coup vous êtes sur de l'historique. Alors je crois savoir en plus qu'il y a pas mal de recherches, je sais quand vous avez bossé sur l'Antiquité ou même sur la Révolution française. Il y a des consultants dédiés à ça et qui je ne vais pas dire impose, mais qui donne des instructions très précises sur ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire, et la part de flou est après adaptée comme l'équipe de production le souhaite. Et après il y a imaginer, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a le rapport, je sais, moi je m'en étais rendu compte en discutant, c'était sur les jeux de Formule 1, où en fait un sound designer pour jeux vidéo m'expliquait à quel point il y a le son en fait qu'on imagine d'une Formule 1, et puis il y a le son réel d'une Formule 1. Et les deux n'ont rien à voir. C'est super intéressant aussi ce débat-là, c'est quelque chose je pense qu'on essaie de nous apprendre assez tôt à l'école. On peut faire du son réaliste, mais c'est pas forcément ce qui va le mieux marcher. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, le but, c'est vraiment de faire quelque chose de crédible dans un univers donné. Et on essaie de faire du crédible. Et c'est exactement pareil dans le jeu vidéo. On essaie de faire du crédible, et donc ça veut dire qu'on va jouer avec, bien sûr, les assets, avec qu'est-ce qu'on va pouvoir enlever à tel moment parce que c'est devenu superflu, et tout ce que notre cerveau filtre de ce qu'on entend, on peut jouer avec ces codes-là pour pouvoir simplifier aussi techniquement et faire en sorte de clarifier les objectifs réels qu'on essaie d'atteindre. Et c'est quelque chose
qu'on met en place tout le temps. On ne va pas essayer de faire une acoustique réaliste. Ouais. On va faire une acoustique qui nous permette de mettre en valeur ce dont on a besoin. Ouais, d'accord. Et autre chose que je me demandais aussi au niveau mastering, en fait, sur les projets linéaires, on a cette étape du mastering qui va être se conformer à des normes, ça vous devez le faire, hein, forcément, vu que vous gérez différentes plateformes, mais aussi améliorative. Est-ce qu'il y a une espèce de tranche master dans les jeux vidéo? Alors, on a un bus master. Ouais. Maintenant, on n'a pas du tout autant de contraintes qu'en linéaire. D'accord. Donc, on a des indications, on va dire, d'un point de vue dynamique, d'un point de vue... Il ne faut pas que ça clippe, quoi. Voilà, il ne faut pas que ça clippe. Et puis, on a des standards de leveling. Mais c'est plutôt un but moyen à atteindre sur une session jeu d'une heure. Donc ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Si tu as des scènes très calmes et des scènes de guerre absolue juste après, tu vas avoir des levels très différents. Ouais. Et donc on essaye d'avoir une moyenne qui est dans les clous. Mais c'est pas du tout aussi restrictif. De toute façon, on n'a pas le contrôle absolu, encore une fois, à chaque instant T dans le jeu de ce qui va se passer. Donc on est obligé de faire, encore une fois, un cadre. Le contrôle qualité final, en tout cas, c'est à la fin, avant que ça sorte, tu joues au jeu et tu t'assures que tout ça, la mayonnaise a pris... Exactement, tous les éléments sonores, que ce soit les voix, d'ailleurs c'est le premier élément sur lequel on se base nous pour le mix. En tout cas pour ce jeu-là, c'est ce qu'on a fait. On a d'abord mixé les voix, et une fois que les voix étaient passées, on a placé le reste des sons. D'accord. Okay. C'était l'intelligibilité des voix, être certain que ça passe bien, que ça soit concret dans le monde sonore qu'on propose, dans le monde bien qu'on propose. Bien sûr. Et une fois que ça s'était en place, on a pu passer tous les autres sons. Et on le pense comment d'ailleurs en termes d'équipement? C'est-à-dire on pense d'abord mixage au casque ou mixage en enceinte? C'est fait pour... La plupart des joueurs vont jouer sur leur télé, c'est ça? Ça dépend. Il va y avoir un paquet de gens qui vont jouer sur console, sur leur télé. Il y a des gens qui vont jouer sur leur PC au casque ou sur des enceintes. Ouais. Il y a des gens qui vont jouer en surround, en 5.1. Parce que ça fait beaucoup de choses à vérifier, quoi. Oui. Ça fait partie du process de mix. On a tendance à partir de la version surround. Et après, on fait des passes de vérification. En fait, on fait des playtests réguliers sur différents systèmes. Des grades jusqu'en mono, quoi. Alors oui, on doit être compatible, on doit être certain que ça marche bien, mais effectivement c'est, on va dire, plus classique dans l'étape de mix, mais c'est certain que je suis capable d'écouter au studio dans un environ surround, ça sonne bien, c'est propre, je travaille à mon poste au casque, c'est bien aussi, je travaille sur une télé, c'est cool, je vais jouer à la maison. Enfin, c'est vraiment le principe de j'écoute un mix dans ma voiture versus sur les enceintes du studio, c'est le même principe, quoi. Il faut être certain que ça soit compatible et ça demande du temps, mais c'est important. En tout cas, merci Étienne, parce que c'est un métier, je sais pas si vous découvrez ce métier, mais en général, c'est un peu les hommes et les femmes de l'ombre, c'est-à-dire quand c'est bien fait, il y a personne pour leur dire c'est bien fait, et par contre si c'est mal fait, ça fout tout le jeu en l'air, c'est comme d'ailleurs, au cinéma. Merci, puis merci beaucoup. On a de voir. Je vais essayer de soutirer des infos sur le prochain Assassin's Creed, mais je pense que c'est impossible. Bon courage. Je les ai pas. Okay. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci. Au revoir.